plateau spécial dédié à la femme. Nous sommes au mois de la femme. L'équipe de Chez Nous Magazine a voulu honorer une dame qui est là présente parce que je ne suis pas seule. Et je vous dis déjà bienvenue parce que nous allons échanger par rapport à sa profession. Elle va partager son expérience, ce qu'elle a pu faire jusque-là. À qui je dis déjà bonjour, Madame Priscille. Bonjour Madame Becky. Vous allez bien, la santé, ça va? Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous allons partager par rapport à votre expérience, ce que vous avez pu faire jusque-là. Et avant tout, nous voulons d'abord savoir si Maman Priscille est mariée. Merci Becky. Maman Priscille n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Ok. Elle n'est pas mariée, mais elle est femme. Aujourd'hui, nous parlons de femmes. Maman Priscille, c'est quoi votre profession jusque-là? Qu'est-ce que vous avez pu faire comme profession? Et c'est quoi vos études? Vous avez fait quoi comme études? Maman Priscille a fait comme études les études financières. J'ai fait l'université, j'ai fait l'IEC Gombe, je suis graduée en marketing. Jusqu'ici, j'ai pas eu vraiment, je sais pas appeler ça la chance de travailler dans l'administration publique. Je suis dans le privé depuis. De prime abord, j'étais dans le commerce. J'étais d'abord dans le monde pharmaceutique où j'ai fait la déléguée pharmaceutique pendant plusieurs années, juste après euh, l'université. Et puis, j'ai embrassé le privé. Et là, j'étais dans le monde de l'habillement. Donc, les habits, comme vous savez, on s'en procurait en Chine, à Dubaï. Je mélangeais un peu aussi avec l'Afrique du Sud. C'est ce que j'avais fait dans le privé jusque-là. Mais comme le besoin a été de faire quelque chose qui puisse faire participer tout le monde, j'avais fini par créer une ONG par rapport aux besoins qu'il y avait. Avant de parler de l'ONG, j'aimerais d'abord interpeller aussi, informer à d'autres femmes qui nous suivent en ces moments aussi, que Maman Priscille, elle n'avait pas entendu seulement qu'elle puisse exercer le travail qu'elle avait étudié ou pendant le 3 ans, elle a passé à l'IEC, c'est à l'IEC, à l'IEC, oui. Vous avez d'abord voulu faire d'autres trucs, d'autres activités. C'était quoi la motivation? Parce qu'il y a des autres personnes, dès qu'elles finissent, comme je suis là, je finis en journalisme, mais je ne tiens pas autre chose. Je ne fais que le journalisme, mais vous, vous étiez motivé par quoi? En fait, j'avais pas voulu que la vie puisse me diriger. J'ai voulu diriger, orienter moi-même ma vie. Après l'université, je me suis rendu compte que j'ai toqué à autant de portes. C'était attendez, attendez. Et pendant qu'on me disait d'attendre là, je devais continuer à vivre. C'est ainsi que j'ai commencé par faire ce qui s'était présenté en premier lieu. J'ai fait la délégation pharmaceutique. Donc, je me suis retrouvée dans une société chinoise qui fabriquait elle-même et importait des produits de la Chine. Et là, je distribuais ces produits dans des dépôts. Donc, c'était, tu arrives le matin, tu prends la liste de produits, tu entres dans des dépôts en ville, hein, dans tous les grands dépôts, tu proposes et puis on fait des commandes. Tu vas déposer à la société et la société va livrer. Et dans la même journée, vers les après-midi, tu commences à passer avec la liste pour le recouvrement. Et en faisant cela, j'ai compris que je pouvais le faire pour moi-même. J'ai fait ça juste pour un laps de temps et après, j'étais en connexion avec plusieurs importateurs. Je pouvais prendre moi-même chez les importateurs et puis fournir. D'où carrément, comme disait, viens, on t'engage, je me disais non, je vais travailler comme libéral, puisque là, tout ce que je vendais, je prenais à la source les 10% de ce que j'aurais vendu. Alors que s'il fallait dépendre de la société, attendre 200 $ à la fin du mois, ça c'était pas si mieux que ce que j'avais fait quand je faisais ça à mon propre compte. Donc la motivation, c'était en attendant que le travail se présente, au lieu de chômer, je dois faire quelque chose parce que je dois continuer à vivre. Donc, c'est ça ce qui m'avait motivé.
Elle n'a pas attendu seulement son métier, mais elle avait déjà commencé avec le privé. Elle a commencé, elle a travaillé pendant tant d'années. En l'écoutant, on sent seulement qu'il y avait, elle s'était retrouvée en tout cas pendant toutes ces années. Parlons à présent de l'ONG, Maman Priscille. L'ONG. C'est quoi le nom, l'historique de l'ONG et puis nous allons poser quelques questions. Ok, je voudrais souligner quelque chose. Nous autres, nous sommes victimes du système du pays. Hein. Parce que quand j'ai fini, je devais directement continuer à faire les cycles des licences. Les gens qui savent, j'ai fini en 2008. On nous dira qu'il faut revenir pour le cycle des licences après 3 ans. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui finit et pour vous lui dites d'aller chômer pendant 3 ans pour revenir pour le cycle des licences. Vous vous rendez compte? Donc, on est victime de cette histoire-là, parce que quand on s'est lancé maintenant dans le business et qu'on a vu que ça payait mieux, on n'a plus eu le temps d'y rentrer. Donc, peut-être que maintenant, on peut encore y rentrer. Voilà, c'était pour souligner que ceux qui réglementent les systèmes puissent penser à ça. Ça nous a préjudicié, nous autres qui avions envie d'aller plus loin avec les études. Rien n'est perdu, on pourra récupérer. Voilà. Parlant de l'ONG, je vais aller un peu rapidement avec l'historique. Quand j'étais dans les commerces, j'avais une boutique d'habillement en face de la station Ma Campagne, à l'entrée de Ma Campagne. Et en face, il y avait d'autres boutiques et de jeunes enfants venaient travailler. Et c'était le matin, ils arrivent, ils lavent les véhicules, ils nettoient les boutiques et puis vous leur donnez quelque chose. Dès que tu arrives, la première des choses, c'est maman, laisse ta voiture ouverte, on va arranger. Ils viennent, ils arrangent, tu leur donnes quelque chose, tout ça. Un jour, j'arrive, je suis arrivée un peu en retard, la boutique était déjà ouverte, la vendeuse vendait. Je suis arrivée vers 12 heures passées. Puis je demande à la fille, cherche-moi les enfants là qui nettoient la voiture pour venir nettoyer. Oh maman, héros bazalaka. Je dis, pourquoi? Oh non, bah qu'il y a la place. Je dis, ah, ce sont des élèves, oui. Alors ça m'a fait mal de voir que les jeunes enfants devaient travailler pour étudier ou pour se prendre en charge. Alors, je me suis arrangée le lendemain du jour, venir un peu à temps. J'ai appelé les jeunes enfants, je leur ai demandé pourquoi vous travaillez alors que vous êtes trop petits pour vous étudier. Moi, je croyais que vous étiez des chégués. Ils dit non, maman, nous ne sommes pas des chégués. Nous sommes plutôt des orphelins. Et les gens qui nous ont recueillis nous ont demandé, nous ont dit, ils nous donnent juste où poser notre tête, à manger, à nous vêtir. Les études, ce n'est pas leur problème. Et parce que nous aimons étudier, nous n'avons plus l'option de travailler pour pouvoir payer les études. Ça m'avait écœuré. Et là, j'ai pris la résolution de leur prendre en charge. Et c'était à chaque voyage des habits, de ketch, à la rentrée scolaire, des fournitures scolaires. Je payais le Minerval, le frais scolaire, tout ça. Et arrivé en 2000, je crois que c'était 2009 comme ça, 2009, 2010, je connais un problème. Je me suis retrouvée obligée de fermer, donc en faillite. En déménageant, comme j'avais plus d'activité, j'avais perdu même les traces de ces enfants-là. J'habitais dans les temps à bon marché. Je faisais mon marché au grand marché. Et à chaque fois que j'entrais, tu vois des jeunes enfants qui viennent avec des cartons. Je pense que vous leur connaissez. Ils viennent avec des cartons. Maman, toi, maman, porte des cartons jusqu'au véhicule. Je vous donne combien? Non, maman, oh, l'incopé, ça. Je peux lui donner. Et un jour, je viens encore. Ils ne sont pas là. Vers 12 heures. Ya lelo bashege na nga obaye te. Oh non, bashege, oh bashege te. Oh pas na ndako, bakende classe. Je dis non. C'est quel genre de parents qui envoient les enfants travailler les enfants midi pour aller après-midi au cours. Le lendemain, je suis venue encore en temps. Je me renseigne. Les enfants me disent la même chose. Nous sommes des orphelins, on nous a donné où dormir, mais à manger, à nous vêtir, à nos études, on se prend en charge, c'est pourquoi nous faisons ça. Carrément, j'avais résolu, à chaque rentrée scolaire, j'essaie de fourniture, je viens, je pouvais arriver comme ça au marché, dès que je vois le premier venu, il dépose d'abord son carton, il va en courant, mais raillé, ils viennent en groupe, et je suis avec les ciseaux, on a qu'à marcher, je coupe le tissu, je distribue les carriers, le mallette, et puis 10 000 francs pour la couture, et puis je repars. Je dis non. Comme ça, je n'aurai pas de suivi sur ces enfants. Pour leur suivre, je dois voir
l'autorisation de l'État. Et que faire? Je dois faire une ONG pour encadrer les orphelins. C'est comme ça que cette idée-là est née. Alors, j'ai fait faire tous les documents, j'ai égalisé, j'ai eu tous les documents, et puis j'ai commencé à encadrer les enfants. Arrivé en 2013, parce que depuis 2006, j'avais déjà un problème de santé. 2013, c'était la fin pour moi. Je ne pouvais plus me prendre soin de moi-même. Et là, j'avais tout perdu complètement. Et comme je prenais soin des orphelins avec mes propres moyens, je ne pouvais plus rien faire. Moi-même, j'avais plus rien. J'avais tout vendu. Véhicules, parcelles. Comme on nous a toujours dit, ce qui doit Zoya, c'est d'abord, tu commences à perdre tout ce que tu as. Et je suis restée vraiment malade, très malade. Au point où je manquais un comprimé pour la douleur. J'avais tout perdu. Je suis rentrée chez les parents. Et là, j'attendais que la mort, même le médecin m'avait dit, madame, il n'y a plus rien à donner comme remède, c'est avec. C'était quoi, ventricule gauche du cœur, affaibli, c'était un tableau là bizarre qu'on montrait, difficile à remédier. Et c'est là que j'ai eu l'appel. Je suis venue au Seigneur, j'ai commencé à suivre la délivrance et j'ai été guérie. Je crois que j'avais déjà donné mon témoignage, j'avais dit, j'ai été guérie de cette maladie, comme quoi il forme. Et après ma guérison, j'ai commencé maintenant à demander à Dieu de me restaurer. Et en tâtonnant, un parti politique là-bas, ça marche pas, je reviens. Une porte que je toque là-bas, elle s'ouvre pas, je reviens. Finalement, un jour, on me pointe à la prophétie pour me dire, le Seigneur me dit de te dire, ne recherche pas tout ce que tu recherches, tu as un travail. Relance l'ONG, il t'avait donné un travail. Puis je dis, à l'intérieur de moi-même, je vais relancer comment je n'ai plus de moyens. Dans les temps, je faisais mes propres moyens. Et la prophétesse devant moi me dit, le Seigneur me dit, ne te demande pas comment tu vas faire. Si tu n'es pas allé plus loin avec ce que tu faisais, c'est parce que Dieu avait refusé au tout à tout, qui n'a sali dans mon moyen là. Maintenant, commence à zéro, il va se pourvoir. Comme ça que j'ai appelé des gens, j'ai enrôlé des gens, et puis on a commencé, on a récolté des fonds, on a commencé à faire des descentes dans des orphelinats, à faire des dons. C'était ce qu'on a fait toute l'année passée. Parce que le deuxième objectif était encadrer les filles mères, et c'est une recommandation sur laquelle le Seigneur a insisté. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, et les orphelins, moi je connais la raison. Alors, au mois de novembre, je commençais à me demander, voilà, j'ai assisté toute la nuit des orphelins, mais pour le fille mère, qu'est-ce que je dois faire? Parce que pour une fille mère, il ne faut pas récolter les fonds à lui donner à manger ou quoi. Il faut lui donner quelque chose qui va produire pour qu'elle prenne soin d'elle et des enfants. Je réfléchissais, ça peut être qui? Je réfléchissais. Après, une idée me dit, je dis, pour récolter les fonds, je dois faire une conférence. Je fais une conférence sur les violences. Je dois démontrer les injustices. J'ai fait des recherches sur Internet et tout ça. J'avais vraiment mûri ça. Ce n'est qu'une partie remise. Je finirais par tenir cette conférence. Alors, quand on a fixé une date et ça n'a pas marché, j'étais un peu découragée. En tout cas, des portes, ça n'a pas marché. Ça m'effondrait. Ça me stressait. Et puis, mois de janvier, là, c'est quelqu'un qui m'a critiqué, qui m'a révolté. Mois de janvier, c'est le pasteur qui lance un défi. Je veux une coupe. Le pasteur François Mutombo, mon pasteur, mon papa. Oui, donc il nous a donné l'opportunité d'être vus même sur Internet. Alors, il lance un défi pour dire je veux une coupe, que tout le monde m'apporte une coupe. À la fin, oui, à la fin, donc tout le monde doit apporter une coupe. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je donne des pistes. Tu peux faire comme ceci, il faut marcher par rapport à ces prophéties. Si on t'a toujours dit tu seras ceci, il faut marcher, créer ou oser dans le sens de tes prophéties et tout. Alors là, je me suis carrément offert mes prophéties. J'avais quand même peur de la politique. Et je me disais, mais parce que c'est ça la destinée. J'aurais peur jusque quand. Mais par où commencer? À chaque fois que j'ai toqué à des portes de partis politiques, j'étais dessus. Et parfois, tu arrives quelque part et on te dit, tu es une femme.
Tu viens d'arriver. Non, non, Surtout ça, la non, non, on femme. a discuté. Les soucis, c'était quoi? Parce que je posais toujours des questions. Pourquoi notre pays ne se développe pas? Pourquoi chez nous, ça ne marche pas? Je vais vous donner un exemple. J'étais à Johannesburg et j'étais invitée à Pretoria. Souvent, le week-end, on descendait à Pretoria voir un neveu. Et on devait quitter Pretoria chaque vendredi pour retourner dimanche soir. Et en allant, on trouve qu'il y avait trop de bouchons parce que la seconde route était en train d'être réfectionnée. On a patienté dans des bouchons et puis on est parti. Et là, c'est vendredi soir. Dimanche soir, en revenant, cette route qu'on a laissée en train d'être asphaltée était déjà ouverte. Vous vous rendez compte? Oui. Alors je me pose toujours des questions de savoir pourquoi chez nous, ça ne se fait pas de la sorte. Pourquoi chez nous, on commence et puis on s'arrête? Pourquoi chez nous, ça doit prendre 2 mois et des années? Je me posais toujours ces questions. Alors, en posant trop toutes ces questions-là, je me donnais aussi des petites réponses. C'est parce que il n'y a pas de suivi, c'est parce que il y a l'impunité, c'est parce que, puis je suis allée me demander qui doivent suivre ce genre de travaux. Je lui ai répondu, maman, ce sont des ministres des tutelles. Et pourquoi ils ne les font pas? C'est parce qu'ils n'ont personne qui peut leur sanctionner, parce qu'ils n'ont peur de rien. Mais si aujourd'hui, ils savent que si je fais ça, je serai convoquée, je vais répondre devant les élus, et si je n'ai pas des raisons valables, je pourrais être destituée par une motion, ces ministres auront peur. Ah, maintenant, je me suis mise à réfléchir. Ok, pour arriver à ce niveau-là, j'ai vu des gens faire du bruit. Moi, si j'arrive là-bas, je vais faire ceci. Si j'arrive là-bas, je vais changer des choses. Mais ils sont arrivés, ils font plus ce qu'ils avaient promis. Est-ce que tous ces gens n'ont pas la volonté? Je me suis répondu moi-même, si, ils ont la volonté. Mais seulement, ils ne se sont pas préparés en conséquence. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir la bonne volonté du monde, mais tu atterris au Parlement seul, tu ne feras rien. Puisque ta motion à toi seul sera combattue par autant d'autres personnes qui ne sont pas de même obédience que toi. Et cette histoire d'obédience a coulé notre pays. Alors, une idée m'est venue, je dis, bon, il n'y a pas de monde la coupe. Et lui-même nous a donné déjà des pistes. Si tu veux faire la politique, commence par ça, commence par ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas aller seul au Parlement. Je dois aller avec beaucoup de personnes qui vont soutenir ma vision. Pas la base. La base ne vient pas avec nous. La base nous soutient à la cité. Non. Tous ceux qui sont au Parlement, ils ont eu des bases, parce qu'ils en ont jusqu'aujourd'hui. Mais si on n'entend pas leur voix, c'est parce qu'ils sont seuls au Parlement. La base ne viendra pas au Parlement. Ce sont des députés qui vont soutenir ta motion. Et s'ils ne sont pas de ton obédience, ils vont dire non. Ils vont barrer route. C'est comme ça que l'idée m'est venue. J'ai dit non, je peux bien faire de base et de base. Je serai élu, je serai au Parlement. Mais si je n'ai pas de gens qui partagent ma vision, je serai bloqué. Je serai bloqué. Je paraphrase. Quand on votait la loi pour intégrer les personnes vivant avec handicap, parce que je défends les orphelins, j'ai écrit au Parlement pour qu'on intègre les orphelins dans ces groupes de gens. Mais c'est resté lettre morte. J'ai introduit au Sénat, j'ai introduit chez Maman Mabunda. Je n'ai pas été appelée pour défendre ce que j'avais écrit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas partagé le même avis que moi. Et même si on m'appelait et que bien d'autres pouvaient s'opposer à ça, ça n'allait pas passer. Et pourquoi j'avais demandé ça? J'avais signalé dans la lettre pour dire que l'orphelin est plus vulnérable que l'aveugle, plus vulnérable que l'handicapé. Puisque l'aveugle a un enfant qui lui tient la main pour le ramener chez lui à la maison. Mais l'orphelin, en dehors de l'orphelinat, il n'a pas de toit, il n'a pas de famille. Mais la loi de notre pays demande à ce qu'à 18 ans, ou plus tard 22 ans, que l'orphelin sorte de l'orphelinat. Il sort pour aller où?
Ils sortent pour aller où? Quoi? On récolte des fonds par-ci par-là pour soutenir les orphelins. Nous les faisons tous. Et nous élevons ces enfants qui seront à la rue après 18 ans. Et c'est le cercle vicieux. Vous les élevez pour qu'ils ne soient pas enfants de la rue. À 22 ans, vous leur mettez sur la rue. Vous savez qui sont les plus accueillants? Ce sont les Chégués et les Koulouna. Ils seront après Chégués, Koulouna. Et les filles nous feront des enfants qui seront jetés à la rue, qu'on va ramasser. Et on va encore éduquer à 22 ans. On va jeter sur la rue. Donc là, on n'aura rien fait. Et j'avais des propositions à faire pour trouver solution au problème des orphelins congolais. Puisque là, on avait plutôt copié juste ce qui s'est fait en Europe. Or, en Europe, quand on leur met dehors, l'assistance sociale leur paye, on leur trouve du travail, ils vont à l'université, ils ont des travaux à l'université qui leur permettent de se prendre en charge. Mais ce n'est pas le cas avec le nôtre. Les nôtres vont à la rue. Maman Priscille, vous avez tellement beaucoup parlé ensemble, vous, que vous avez de quoi nous communiquer. Mais le temps, la télé, c'est le temps. Nous voulons savoir d'abord, depuis que l'ONG a existé jusqu'à présent, il y a combien d'années, et aussi les noms, comment vous procédez à l'ONG, et comment aussi vous descendez sur terrain pour récolter les enfants. Comment vous faites? Ok, l'ONG, c'est. On a oublié commencer par là. L'ONG, aujourd'hui, c'est nomme l'ONG Kabisa. La bonté parfaite. Oui, la bonté parfaite. Voilà. Quant à comment on procède pour récolter les enfants, jusqu'ici, on ne pouvait pas récolter déjà les enfants puisqu'il faut avoir des assises, des bases bien assises pour leur prendre en charge. Jusqu'ici, nous soutenons ceux qui ont déjà les enfants. Nous travaillons en partenariat avec des orphelinats comme C'est ma part et puis La Compassion. On avait aussi ajouté la maison de mon père, de Kisenso. Excuse. C'est comme ça que nous œuvrons en ce qui concerne ces côtés-là. Et si on a même lancé cette deuxième initiative que nous avons appelée par laquelle la femme peut faire entendre sa voix dans les institutions pour promouvoir la femme en politique et le jeune en politique. Si on a lancé ça, c'est toujours dans les soucis d'avoir une voix au Parlement pour défendre les orphelins, pour défendre ceux qui ne peuvent pas parler. Comme je disais hier en paraphrasant, il y a trop de défis à relever dans notre pays. Et, oui, surtout pour la femme, alors que la femme, c'est une bonne gestionnaire. Et aujourd'hui, on a fait avaler à la femme qu'elle ne peut rien. Elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est être à la caisse, être secrétaire, être trésorière. La femme ne peut pas accéder à de grands postes. C'est ce qu'on a fait avaler à la femme. Et notre initiative vise à réveiller la femme. Et même la dite conférence que nous préparons toujours, dès qu'on aura le moyen, on va la réaliser. Là, on va aller en long et en large, conscientiser la jeune fille, la femme, montrer à la femme qu'on a fait les mêmes études, on a été sur le même banc de l'école, nos diplômes ne sont pas différents des diplômes des hommes, ce qu'ils font, nous pouvons. Et encourager la femme à donner de son mieux, du meilleur d'elle-même quand on lui donne un poste, de ne pas compter sur sa beauté, de ne pas se dire que parce que je suis femme, si ça ne marche pas, j'ai autre chose à donner. De dire à la femme qu'en dehors de son diplôme, de sa force physique, elle n'a rien à donner. Puisque l'homme donne que sa force physique et son diplôme. Que la femme, hors de sa tête, en dehors de ce Dieu-là, elle a quelque chose à donner. Dans tout ça, la politique, l'ONG, la voix de la femme, c'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez avoir à la fin de votre combat? À la fin de mon combat, je voudrais qu'on parle du développement du Congo en mentionnant la femme. Je voudrais qu'on parle du développement du Congo en mentionnant la jeunesse. C'est pourquoi, comme j'avais dit, je n'aimerais pas être seule.
au Parlement, nous avons créé des bases et de bases. Nous avons recruté de jeunes gens et de femmes qui sont prêts pour ces combats, qui sont prêts pour se distinguer en s'asseyant au Parlement à l'électorat prochain. Et vous êtes dans quel parti politique? Je ne suis pas dans un parti politique quelconque, je vous l'ai dit ici. Dans le parti politique, on te dira tu es femme. On ne prendra pas ma vision. Mais il y a de femmes aussi dans d'autres partis politiques. Ce sont parmi les difficultés que vous avez rencontrées. Soit Maman Priscille veut en faire sa propre partie. Elle veut faire sa propre partie. Voilà, je disais ceci. Si je pars dans un parti politique, je devrais faire suivre leur vision. Voilà. Alors que moi, j'ai ma vision. Puisque tous ces partis politiques, quand ils recrutent à la cité, c'est venez, vous allez nous voter, notre vision c'est ça, leur base reste base. Et on promouvoit toujours les mêmes personnes à l'électorat. Et ce sont les mêmes personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu des résultats positifs. Alors, parce que nous voulons un changement, nous voulons des gens capables de défendre le pays, capable de convoquer un jour un ministre, tu viens répondre pourquoi dans ton secteur ça ne marche pas, pourquoi tel travail que devait faire tel délai a fait tel délai, pourquoi telle loi n'est pas appliquée chez toi. Il faut une majorité qui va commencer à faire peur au ministre, sachant que si je ne travaille pas bien, je serai convoqué. Et si cette majorité-là lève son doigt, je serai destitué. Et ça va faire booster changer la façon de travailler. Et parce que je n'ai pas entendu ça quelque part, même s'ils vont le dire, ils sont là des années, ils ne l'ont pas réalisé, je ne vais pas aller vers eux. Alors j'ai créé cette structure pour pouvoir réaliser ma vision, celle qui est de léguer à notre progéniture un Congo développé. Parce que madame, aujourd'hui, si vous allez en Europe, tout le monde veut aller en Europe, pourquoi? Ils ont légué les développements. Le pays développé, c'est ça leur héritage qu'ils ont laissé à leurs enfants. Et nous, on va laisser des immeubles, après des générations, ça sera vendu? Non. On doit laisser un Congo développé à notre progéniture. Et pour cela, il faut des gens qui vont travailler avec conscience, qui vont travailler. Et les gens-là doivent sortir de ma vision, doivent être porteurs de ma vision. Les gens qu'on ne va pas intimider, faites ça, qu'on ne va pas manipuler, qui vont faire avancer notre pays, qui vont soutenir l'homme qui sera en mesure de propulser notre pays au changement. Elle a beaucoup dit, c'est une femme travailleuse, vous l'aviez entendu parler et elle a partagé son expérience, le point fort et ses points faibles surtout. Ça nous a touché énormément, peu importe les hauts et les bas, mais elle n'avait pas laissé faire, elle a pu surmonter cela et aujourd'hui c'est une femme de valeur travailleuse comme le dit hier. On rappelle déjà, elle était intervenante, elle avait témoigné hier à l'activité qui était à la Seka Kalembelembe 72, qui est dirigée par le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, elle avait donné le témoignage par rapport à sa marche et il y avait deux femmes qui ont été fortifiées, je vous informe déjà, parce que quand j'ai interviewé deux femmes, il y a eu deux femmes qui vous ont félicité, encouragé par rapport à votre travail. Et maintenant là, vous allez regarder notre caméra pour sensibiliser, conscientiser, conseiller la femme, les femmes qui sont en train de vous suivre en ces moments-ci, de ne pas se laisser faire. Le mois de la femme, ce n'est pas seulement le PAN, parce qu'on peut mettre le PAN du lundi au vendredi, de janvier en décembre, ça ne change rien du tout. Donc, elle doit être de femmes travailleuses, conscientiser les femmes. Mon message à l'endroit de toutes les femmes de la République démocratique du Congo, comme je le disais tout à l'heure, nous allons faire ça sur toute l'étendue de notre pays. Les femmes doivent participer à la gestion de la chose publique. Les femmes doivent se manifester car, chers consoeurs, vous pensez bien que si on donnait la gécamine à une femme, elle ne dormirait pas la nuit, elle serait entre le Congo et la Zambie à traverser l'uranium du Congo, elle aura peur. Si on donnait le ministère de Finances à une femme, chers consorts, êtes-vous sûr qu'elle va refuser de débloquer le paiement des enseignants, sachant qu'ils enseignent nos enfants? Êtes-vous sûr
que la femme à qui on peut donner l'OCC, l'OFIDA, les grandes institutions de notre pays qui génèrent beaucoup de recettes, pourra faire de grands détournements, elle aura peur de sa belle famille, elle aura peur de son honneur, elle aura peur de ses enfants, elle aura peur de la prison et ça épargnerait l'économie de notre pays. Alors, parce que vous ne vous présentez pas, vous avez vu le chef de l'État revenir même à dire que ne serait-ce qu'un 30%. Ce n'est pas qu'il nous a donné 30%, la Constitution nous donne 50%. Mais s'il s'est rabattu à 30%, c'est parce que vous participez moins. Au Parlement, la femme représente 10,3%. Vous vous rendez compte, 10,3%. Levez-vous, chers consorts. Levez-vous, le pays nous appartient à nous tous. Si les hommes n'ont pas fait mieux, je vous invite, donnons-nous la main, contribuons, boostons les choses et donnons les résultats pour que les hommes nous respectent. Je vous invite en politique. Elle vous invite en politique. Maman Priscille, merci beaucoup d'honorer notre invitation. Elle a parlé, partagé son expérience et nous tous ici, nous avons bénéficié de cela. N'attends pas seulement, si je finis mes études, je vais faire ce que j'avais fait à l'université. Ça peut te rattraper parce que tu vis tout le jour. Tu ne vis pas seulement pour ce que tu avais fait. Donc, commence déjà à travailler. Deviens une femme entrepreneur et ça va marcher. Tu vas t'en sortir. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vais laisser la parole à maman Priscille. Si elle a un mot de la fin par rapport à ces activités. Vous avez une activité, vous préparez quelque chose par rapport à l'ONG, la politique, tout ça, informer et aussi donner votre numéro s'il y aura des gens qui pourront vous contacter après cette émission. Ok. Nous sommes en plein recrutement. Nous recrutons les femmes, nous recrutons le jeune, donc le jeune garçon aussi, puisque nous voulons vraiment qu'il y ait participation de jeunes, qu'on arrête de dire que kabilongi moko wana soki boyi pesi bilongi na binote bokomona rabo mesana komona wana. Alors nous recrutons, on va passer tout de suite là notre numéro, mais notre conférence sur la lutte contre la violence faite à la femme, la conférence de la voix de la femme, elle est toujours là. On va la tenir au Grand Hôtel. Nous toquons à des portes s'il y a des gens qui peuvent financer pour que nous la réalisons. Jusqu'ici, non, nous travaillons avec des moyens de bord. On n'a pas voulu croiser le bras, oui. On n'a pas voulu croiser le bras, mais nous avons déjà de bases partout. Et nous comptons maintenant pénétrer l'intérieur du pays. C'est là où ça nous demande un peu plus de moyens. Et si on trouve des partenaires, on ira plus vite. Donc, notre conférence, chers consorts, elle est toujours là. Dès que les moyens seront réunis, vous serez invités pour que vous puissiez participer, qu'on puisse encore vous réveiller. Koningisa binobo lamuka, bokota, makamba politique, mboka eza biso nyonso to bundela mboka na biso, to tikela bana na biso un pays développé, comme ça de génération en génération, bakotika la ko souffrir té. Voilà. Notre numéro c'est les 082 0055 859 082 0055 859. L'adresse de notre siège, c'est Lumene 115. Donc, si vous êtes intéressé, appelez-nous et joignez-vous à nous. Vous serez le bienvenu. Il y a de la place pour tout le monde, tout Congolais qui compte sauver son pays. Il y a de la place pour tout le monde. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Votre fidélité, c'est notre fierté parce que nous existons, parce que vous êtes là. Vous êtes là pour nous, nous sommes là pour vous. Vous informer, c'est un devoir pour nous. Et derrière la caméra, l'équipe technique que je travaille avec aujourd'hui, je vois là Patrick, le frère Patrick. Je te salue, merci. Notre réalisateur, je salue toute l'équipe de Chez Nous Magazine. Je dis merci à mon invité du jour. Merci de nous avoir honorés. Merci beaucoup, Becky. Je crois bien que c'est la toute première fois, mais ce n'est pas une dernière fois. Non.
on doit aller plus loin. On doit aller plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine avec une autre dame, une autre femme pour partager son expérience et vous encourager aussi les femmes qui sont à la maison sans rien faire. Tu veux seulement être une femme ménagère et pourtant il y a des femmes qui travaillent et qui cherchent que notre pays puisse aller de l'avant. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.